La biologie, c'est la science de la vie. Un peu comme la littérature, finalement. Alors, comment mieux parler de biologie qu'en décrivant une vie ? Et alors, pour prendre tout de suite un exemple, enfin celui que je connais le mieux, eh ben, chez moi, par exemple, ça se passe comme ça. Donc là, par exemple, on est en mars 2013, je suis à la mer avec les enfants. Alors là, moi, je suis en train de lire de la linguistique pragmatique, parce que la langue, ça m'intéresse. Mais alors, à un moment donné, en me penchant, j'ai pu voir ce que lisaient les enfants. Pourquoi vous lisez des livres aussi horribles ? Vous voulez pas lire un bon polar où à la fin tout rentre dans l'ordre ? La police arrive, fait son travail, et puis comme ça, après, le problème du mal est réglé. C'est quand même plus rationnel, non ? Mais non, c'est pas horrible, c'est génial. C'est horrible, c'est ça qui est génial. Allô ? Alors là, au téléphone, j'ai le journal Libération. Ouais. Qui me propose d'écrire un article pour le Libé des écrivains qui sort chaque année pour le Salon du Livre. Très bien, Libé des écrivains, mais moi je ne savais pas trop sur quel sujet écrire un article. En plus, là, c'est mars 2013, donc j'avais mon livre Féerie Générale qui est sorti quelques temps auparavant. Je n'avais pas encore fini de l'accompagner ici et là en librairie, etc. Et puis surtout, je ne veux pas trop m'éloigner pendant que les enfants sont en train de lire des livres d'horreur. Parce que moi, je suis auvergnate. Alors avec moi, c'est rationnel, rationnel, rationnel. Parce qu'en Auvergne, tu as toujours un cousin qui est druide, un neveu qui est exorciste, la voisine qui a perdu ses clés, qui les cherche dans toute la maison avec son petit pendule. Ouais. Donc moi, j'ai plutôt pris le chemin inverse. Je suis très rationnelle, je suis très philosophie des Lumières, très système métrique, école de la République. Je jardine jamais avec la lune, par exemple. Alors là, du coup, j'ai dit... Non, merci. Alors là, tout le monde m'a dit que j'avais très bien fait. J'avais fait exactement ce que je voulais, et c'est ça qui est important quand tu vis une vie d'auteur. C'est bien de faire ce que tu veux. Il faut garder ton cap, tu ne te laisses pas dévier par les propositions des uns et des autres, parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui a une idée. Alors on me disait, mais tu as bien fait, Emmanuel, de refuser cette proposition du journal Libération, surtout pour ce Libé des écrivains que les gens aiment bien en général, qui collectionnent comme ça d'année en année. Bon, écoute, t'as fait comme tu voulais, c'est bien, tu as vraiment bien fait. Bref, au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais peut-être pas si bien fait que ça. Alors je culpabilisais. Mais un jour, on est en mars 2014, le téléphone sonne, et c'est Libération qui me propose d'écrire un article pour le Libé des écrivains qui sort chaque année pour le Salon du Livre. Alors là, autant dire que j'ai dit oui tout de suite. En fait, j'ai des grosses lacunes en poésie. Alors là, je suis en train de reprendre tout à la base. Donc là, je lis Du Bellay, Défense et illustration de la langue française. Allô ? D'accord. Ouais. Alors cette fois, j'ai évité de regarder trop près ce que faisaient les enfants, qui faisaient chacun 2 ou 3 bêtises, et j'ai dit oui. Très bien, mais je ne savais toujours pas sur quoi écrire mon article. Parce que moi, ce que j'aime, c'est poésie, musique, complexité des sentiments alambiqués. Donc, je cherchais dans cette voie, mais là, j'ai dit... Ouais. D'accord, je vais vous faire quelque chose sur les OGM. Bon, soyez sages, hein, surtout j'ai un truc à faire, je reviens. À bientôt. Au revoir. Alors là, les OGM, tout le monde était ravi. Parce qu'en mars 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait du nouveau sur le sujet, il y avait une grosse actualité européenne. Premièrement, les populations européennes n'en voulaient toujours pas. Ça, c'était pas nouveau, c'était exactement comme avant. Mais deuxièmement,
la Commission européenne s'apprêtait justement à statuer sur l'autorisation du maïs OGM Pionnier TC 1507, dont la plante sécrète un insecticide contre la pyrale, un insecte qui ravage les maïs. Et troisièmement, comme c'était le mois de mars, les agriculteurs voulaient un peu savoir ce qu'ils allaient semer là tout de suite, bientôt, OGM, pas OGM, etc. Et quatrièmement, je ne vous parle même pas des rapports avec les négociations du traité transatlantique, TAFTA, qui avait lieu à ce moment-là. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré le fameux Pionnier TC 1507. Voilà, mais bon, ça ne suffisait pas vraiment pour écrire un article. Ça restait quand même un sujet très biologique, très, très juridique, contradictoire en fonction des niveaux national, européen, international, etc. Heureusement, les journalistes de Libération m'aidaient, en particulier cette journaliste-là, Laure Noyat, pour que j'arrive à écrire mon article, m'envoyait des tas de pièces jointes sur ma boîte mail. Ça va, Emmanuel? Vous vous en sortez? Voilà, puis des petits messages comme ça pour me remonter un peu le moral. Et c'est vrai que c'était dur, parce que je lisais des livres, des articles sur les gènes modifiés se transmettant aux champs voisins, sur les tumeurs et les pustules que développent les animaux qui mangent des OGM. Le compte, c'était que j'avais lu un article sur des OGM chimères d'hommes et de chiens qu'on fabrique dans des laboratoires du Royaume-Uni pour obtenir des cellules souches. Bon, c'est vrai que normalement, c'est pas trop grave, on les tue au bout de 14 jours, et puis bon, c'était assez hors sujet pour mon article, mais enfin, bon, c'était quand même très inquiétant. Du coup, je passais mes nuits comme ça, voilà, à faire des rêves d'horreur, des rêves très proches des films d'horreur, voilà, je faisais ce genre de rêves. Voilà, comme ça, plein d'invasions de bêtes, d'insectes. Voilà. En plus, moi, je regarde jamais ce genre de film parce que j'ai toujours détesté ça. Moi, ce que je préfère, c'est le marivaudage, les œuvres dialoguées, le badinage. Et alors, en plus de ça, à certains moments, mes rêves me rappelaient aussi un peu la Bible. Alors, je ne savais pas trop pourquoi. Alors, j'en ai parlé à Gilles, un ami qui est musicien, poète et documentariste et qui connaît aussi très bien la Bible. Et il m'a dit « Mais oui, tu as raison, en fait, Emmanuel, tes rêves de films d'horreur ressemblent aux plaies d'Égypte dans la Bible. » Quand les Hébreux veulent quitter l'Égypte, mais que Pharaon refuse de les laisser partir, et alors Dieu, là, en manière de représailles, lui envoie des invasions de bêtes, d'insectes, d'affreuses tumeurs bourgeonnantes en pustules, voilà, etc. Voilà, et comme ça, on discutait de tout ça, Gilles et moi, dans de longues conversations à bâton rompu, qui ressemblaient un peu à ça. Voilà, par exemple, Gilles me disait... Le fleuve sera plein de grenouilles, Emmanuel. Elles grimperont sur la berge, entreront dans les maisons françaises, dans les chambres à coucher des Français et sur leurs lits. Je sais, Gilles, les grenouilles grimperont même sur les Allemands. Les poissons du fleuve crèveront et les Hongrois ne pourront plus boire l'eau du Danube. La Commission européenne accordera l'autorisation et la végétation alentour sera détruite par les graines vendues avec l'herbicide correspondant. Les mauvaises herbes deviendront tolérantes au glyphosate. Les agriculteurs slovènes porteront le chapeau. Dans tous les pays baltes, une fine poussière provoquera sur les gens et sur les bêtes des ulcères bourgeonnantes en pustules. Mais pas avant 8 ans quand même, nous rassure la firme Novartis, me disait Gilles pour tenter de me rassurer. Les moustiques et les grenouilles sur le gazon pulluleront. Les ténèbres envahiront le Luxembourg pendant 3 jours.
Mais heureusement, pas avant 8 ans. Une grêle très forte tombera, comme il n'y en a jamais eu au Royaume-Uni depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Tout ce qui, homme ou bête, se trouvera sur le trottoir et n'aura pas regagné le domicile, la grêle tombera sur lui et il mourra. Des deux mains les sauterait l'affluence sur l'Italie. Les criquets développeront une résistance aux gènes producteurs d'insecticides et ravageront l'Italie. La Commission européenne accordera l'autorisation. Et dès demain, les criquets couvriront la surface du sol. Et on ne pourra plus voir le sol. Et la Finlande, Gilles? Bien sûr, Emmanuel, en Finlande aussi, les maladies bactériennes seront en expansion. Le pollen véhiculera le gène d'un champ à l'autre et le maïs du voisin sera contaminé. D'épaisses ténèbres recouvriront Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg pendant 3 jours. Tous les premiers-nés mourront. Le premier-né du président de la Commission européenne, celui du roi des Belges, le premier-né du fonctionnaire de base avec sa valise à roulettes, le premier-né des ours dans les Pyrénées et celui du bétail dans les fermes. Et les grenouilles sur le gazon pulluleront. Les ténèbres envahiront le Luxembourg pendant 3 jours. Un grand vent se lèvera et la prairie s'effondrera. L'eau en sang se changera. Mais par bonheur, pas avant 8 ans. Ça va, Emmanuel? Vous vous en sortez? Non, parce que je suis inquiète. Non, mais rien. Bref, j'ai écrit l'article. Le journal est sorti pour le Salon du Livre. Voilà, c'est celui-là, c'est celui de mars 2014. Et moi, je suis rentrée à la maison. Alors là, j'en suis au moment où Du Bellay a très très envie d'écrire un poème. Mais alors il se rend compte que la langue française à son époque est bien trop balourde pour exprimer ce qu'il veut. Alors ce qu'il décide, c'est de reprendre les choses au début. Alors là, ce qu'on entend, c'est un problème mental que j'ai eu à ce moment-là, parce que en même temps que je m'adonnais avec fureur à la poésie, mes idées sur les OGM ont continué de s'empiler dans ma tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des schémas. Mais les schémas eux-mêmes étaient sonores. Alors je me disais, il faudrait écrire un livre là-dessus. Parce que les livres, ça sert à organiser le réel. Un livre sur pourquoi est-ce qu'on avale de l'horreur, pourquoi est-ce qu'on bouffe quelque chose qui nous rappelle des films d'horreur, ou la Bible. Un livre qui peut-être ne s'appellerait pas Féerie générale cette fois-là. Donc j'ai tenté de simplifier ce schéma, de le comprendre un peu mieux, et j'ai obtenu ceci. C'était déjà un peu mieux, mais j'avais quand même l'impression d'avoir un énorme fardeau que j'aurais volontiers laissé à d'autres. Et alors, un jour, justement, le téléphone sonne. Et là, on me propose un job. Un job de workshop, c'est une manière qu'on a, nous, les auteurs, les artistes, de gagner notre vie quand les enfants doivent aller chez l'orthodontiste. Et ce job de workshop était à l'École nationale du paysage, qui se trouve à Versailles, juste à côté du potager du roi, dans le potager du roi même. J'y suis allée. Bon, j'arrive.
Bon, mais je dois encore sortir. Vous ouvrez la porte à personne, hein, vous restez tranquille. À bientôt. Au revoir. En fait, je me suis complètement trompée, c'était pas par là, mais je vous ai acheté ça. C'est un assortiment de charcuterie pour ce soir. L'école du paysage, l'endroit idéal pour un fardeau d'OGM, je pensais. En plus, les étudiants sont hyper compétents. Ils sauront exactement que faire avec les OGM. Parce qu'en plus, il y a des ondes très positives dans cette école. Enfin, moi, je vous conseille, si jamais vous voulez refaire des études, faire des études, vous faites cette école-là, c'est vraiment super. Je vous ai fait d'ailleurs des petits portraits des étudiants pour vous montrer un peu le programme. Par exemple, voilà ce qu'ils font les étudiants dans cette école. C'est bien, voilà, ils ont des cours de paille. Ou des cours de passe-moi l'arrosoir. Tu me passes l'arrosoir, Julia ? Ouais. Merci. L'arrosoir. Des cours de fruits et légumes. Ça va, c'est pas trop abîmé? Non, ça va. Ouais. Il reste 2 caisses. Ou encore des cours de passe-moi l'arrosoir, ça c'est un cours important. Tu peux me passer l'arrosoir, Camille, s'il te plaît ? Ouais. Merci. Donc, c'est pas un petit fardeau d'OGM qui va les arrêter, je me disais. Ils sauront exactement que faire. Ils iront devant le Parlement européen avec le dossier, parce que bien sûr, il faudra agir au niveau européen, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Voilà, en plus, parfois, pour les votes, il y a quelques mains qui manquent. Et ils s'occuperont d'indiquer aux parlementaires la voie à suivre. Et moi, de mon côté, je pourrai enfin retrouver ma chère musique, ma chère poésie, ma chère linguistique pragmatique, etc. Donc, j'y vais, je rencontre les étudiants et je leur parle de mon problème de schéma. Ça va, Emmanuel ? Vous êtes sûr que ça va aller ? Alors là, c'était Alice, une de ces fameuses étudiantes. Et Alice, pour m'aider, dès le premier après-midi, juste après la pause de midi, elle m'a apporté ceci. Voilà, tu vois, ces jeunes sont quand même super compétents. C'était mon schéma, mais clarifié. Voilà, avec d'un coup, comme ça, toutes mes idées, avec lesquelles ensuite j'ai pu, quand je suis rentrée chez moi, écrire bien plus facilement mon roman Chimère. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, à ce moment-là, c'était pas encore tout à fait un roman, hein, c'était plutôt un sous-soubassement de roman. Voilà, c'était comme ça, un schéma composé d'histoires, d'idées, de personnages. Voilà, dans des petits ronds reliés par des traits vert pâle. Voilà, et donc parmi ces personnages, en fait, ici, il y en a un, vous ne pouvez pas vraiment encore le distinguer, je crois, mais c'est William Faulkner, l'auteur américain. Et c'est justement de cet auteur américain que je parlais ce jour-là aux étudiants. Parce que bien sûr, je n'ai pas dit tout de suite que je venais là pour un fardeau d'OGM. Parce que le job, on m'avait dit que c'était plutôt littérature, donc moi j'ai parlé de William Faulkner. Et je leur ai raconté le jour où William Faulkner décide de gagner de l'argent avec sa littérature. Voilà. Ça, c'est aussi un point important dans une vie d'auteur. C'est quand même une question que tu te poses assez souvent. Et justement, la Faulkner, ouais, il venait de se marier et il avait eu d'un coup une femme et 2 enfants. Parce qu'il avait épousé Estelle, qui était la fille du juge de la petite ville, Oxford, où ils habitaient. Et Estelle, il avait déjà eu une relation amoureuse avec elle dans leur jeunesse, mais elle était partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu 2 enfants, puis le mariage a battu de l'aile, elle est revenue à Oxford, et là, Faulkner l'épouse, et du coup, il a d'un coup 2 enfants. Donc, il fallait vraiment qu'il gagne sa vie bien mieux qu'avec ses 4 livres précédents qui lui avaient apporté un bon succès d'estime, mais vraiment aucun argent. Donc voilà, je parlais de ça aux étudiants ce jour-là. Comment gagner de l'argent avec la littérature? Pas facile. C'est bizarre, Emmanuel. Vous avez remarqué? Il y a de plus en plus de monde autour de Faulkner. Oui, c'est vrai, mais écoute, c'est pas grave, ça fait toujours ça, c'est des gens qui prolifèrent, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave du tout. Comment gagner de l'argent avec la littérature? Faulkner eut l'idée d'écrire le livre le plus horrible possible. L'horreur paierait forcément.
et il appela ça sanctuaire. Alors là, ce que fait Faulkner, c'est qu'il réfléchit à ce qui pourrait être vraiment atroce. Et là, il a l'idée que dans son livre horrible, une jeune lycéenne soit violée par un gangster. Mais comme ce gangster est impuissant, il la viole au moyen d'un objet. Et cet objet, comme ça se passe aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, cet objet, c'est un épi de maïs. Alors là, moi, ne perdant pas le nord, je me mets à leur démontrer que l'acceptation par la Commission européenne du maïs Pioneer TC 1507, pour lequel on a dit non, mais qu'on bouffe quand même, parce que la Commission, comme elle dit, s'est vue dans l'obligation d'accepter, ressemble quand même un peu à un viol. Voilà. Bon. Après, on était un peu fatigués tous, alors on a fait la pause. Et là, pendant la pause, Arthur, un autre de ses étudiants super compétents, m'a indiqué les références d'un dessin animé où la même scène que dans Faulkner était montrée. Alors c'est de Sakura Momo et Kazuma Kodaka. Momo et Kazuma Kodaka, c'est deux femmes. Donc après la pause, profitant de cette opportunité pédagogique, j'ai proposé qu'on regarde le dessin animé japonais. Je dois dire que c'était quand même plutôt trash. C'est super, hein ? Merci Arthur. Mais ça reste quand même un peu individu. Alors moi, ce que je proposerais plutôt pour le Parlement européen, c'est de faire la même chose, mais avec une dimension un peu plus sociale, un peu plus collective. Un viol collectif à l'épi de maïs, quoi. Et nous voilà partis, c'est ce qu'on a décidé de faire pour le Parlement européen. Donc on a décidé de tourner comme ça un film court, ultra efficace, pornographique, pour le montrer aux parlementaires européens et leur indiquer un peu notre manière de penser. Et puis on avait trouvé le titre en hommage au grand auteur américain. Voilà, ensuite, c'était à la fin du workshop. Donc, les étudiants sont partis du côté de Strasbourg, avec le petit film, vers le Parlement. Et puis moi, je suis repartie de l'autre côté, vers la mer, vers l'ouest, vers mes activités littéraires, les enfants, la plage, etc. Reprendre le cours de ma vie d'auteur. Et en plus, grâce à Alice, j'avais un plan de travail bien plus clair, qui m'a beaucoup aidé à écrire mon roman. Chimère, qui vient de sortir. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, en fait, quand il n'était pas encore fait, comment c'était. Voilà, donc je suis repartie tout simplement du plan d'Alice, parce que ça, c'était vraiment bien. Et ce qui était surtout bien avec ce plan, c'est qu'en fait, on peut zoomer dedans. Voilà. Ça, c'était très pratique, surtout pour aller voir de plus près les personnages. Voilà, donc, là, j'ai zoomé dans ces deux personnages belges. Alors, le problème avec ces deux personnages-là, c'est qu'au début, ils étaient dans le roman, puis à un moment donné, j'ai fait un petit livre avec eux qui s'appelle Libido des Martiens, qui est sorti par ailleurs, et ils sont sortis du livre. Voilà, ça ne se passe pas toujours exactement comme on veut, donc maintenant, ils n'y sont plus. Par contre, ce personnage-là, voilà, c'est un pasteur manouche, le pasteur Meyer. Alors, c'est un pasteur évangélique manouche, tzigane, qui fait des guérisons miraculeuses. Alors, lui, bien sûr, je l'ai gardé. C'est toujours utile pour un livre d'avoir quelqu'un comme ça qui peut vous guérir miraculeusement. Donc, il a un rôle assez important, surtout vers la fin. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a toujours William Faulkner. Là, bien sûr, là, il n'est pas sorti du livre. Voilà. Alors bien sûr aussi, voilà, c'était ça le problème, c'est que j'avais un petit peu éludé quand l'étudiant, vous avez remarqué tout à l'heure, m'a demandé pourquoi il y avait toujours plus de monde autour de Faulkner. Je dois dire que j'ai un petit peu éludé la question parce que je ne sais pas très bien pourquoi.
Je sais pas. Pour moi, ça se passe toujours comme ça, en fait. Il y a toujours plus de monde à proximité que ce que je croyais au départ. J'ai du mal à me l'expliquer, mais ça m'arrive tout le temps. Donc, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand je rencontre quelqu'un, on pourra peut-être essayer tout à l'heure, on commence à se situer au départ sur le grand schéma mondial. Donc, on regarde un peu comment on est relié, et là, à chaque fois, mais c'est des cascades de coïncidences. Parce que, par exemple, on se rend compte qu'on était cousins. On dit, non, mais ça alors, non, mais on est cousins, en fait. Ou alors, on se rend compte qu'on était voisins. On vivait dans le même immeuble de 99 à 2002. Voilà. C'est fou, on était voisins. Ou alors, encore pire, on fréquentait la même école maternelle. Ça c'est très, très fréquent aussi. D'autant que moi, j'étais à l'école maternelle à Clermont-Ferrand, quand même. Donc, c'était vraiment incroyable. Mais ces classes, apparemment, étaient tout à fait surchargées. Et ce qui est pratique avec cette profusion de personnes, quand même, c'est qu'aussi on peut voir un peu. Vous y êtes sûrement, hein, vous avez dû certainement vous repérer, soit vous-même, soit des amis d'amis. Voilà, si vous y êtes, certainement vous connaissez des gens dans ce schéma, dans cette profusion. Et par exemple, on peut voir un peu à combien on est des célébrités. Par exemple, ici, c'est Éric Rohmer. Vous le voyez, ouais. Je suis pas trop loin parce que là, c'est ma petite sœur, Raphaël Pirer. Et elle connaît ce garçon, Philippe Fauvel, qui est un critique de cinéma qui avait interviewé Rohmer. Donc c'est vraiment pas loin du tout. Hein. Ou ici, un tout petit peu plus loin, Umberto Eco. Bon, là, je connais une de ces traductrices italiennes hein, qui connaît l'éditeur italien. Voilà, Umberto Eco. C'est un petit peu plus loin, mais pas trop loin quand même. Voilà. Ici, c'est Olivier. Là, c'est pas loin du tout. Il est justement en train de filmer ici. Voilà, c'est le plus proche qu'on peut faire. Voilà, mais enfin bon, toute cette profusion de gens est quand même me tracassait un peu. Alors j'en ai parlé à mon ami Gilles. Et comme d'habitude, il m'a rassurée. Il m'a dit, ne t'inquiète pas Emmanuel, en fait, c'est le Small World Phenomenon. C'est cette chose que Stanley Milgram avait théorisée dans les années 60. Quand il s'était aperçu que 6 degrés, 6 personnes nous relient à n'importe qui d'autre dans le monde, ce qui est quand même un peu inquiétant. Il y a quand même eu des soirées entières où on essayait de voir à combien on était du pape ou de Nicolas Sarkozy. On était toujours très, 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 très proches. Voilà, bon, ce schéma est peut-être un peu difficile à comprendre, mais enfin, c'est ça à peu près que j'explique que ça veut dire. Et bien sûr, ça dépend un peu des gens que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très connecteurs. Donc si vous prenez par exemple, si vous connaissez un journaliste, là vous êtes tout de suite très, très connecté. Et si vous connaissez un papou, par exemple, vous êtes beaucoup moins connecté. Voilà. Sauf si vous connaissez un anthropologue, bien sûr. Voilà, bon, bref, pour revenir à mon livre, à Chimère, je voulais quand même vous donner un peu un exemple de ce qui se passe dans ce livre et m'arrêter un moment. Voilà, comme ça, on peut rezoomer hein, sur ce personnage de Rose, qui est un personnage qui habite dans une ville nouvelle, donc en banlieue parisienne. Et pourquoi est-ce qu'elle habite dans une ville nouvelle ? Justement parce qu'elle est fan d'Éric Rohmer, et en particulier des films d'Éric Rohmer qui se passent dans ces fameuses villes nouvelles, comme Marne-la-Vallée, Les Nuits de la Pleine Lune, ou Cergy-Pontoise pour L'ami de mon ami. Et en hommage à Rohmer, elle a choisi d'habiter à Saint-Quentin-en-Yvelines, voilà, une autre ville nouvelle que Rohmer n'a pas eu le temps de filmer. Et elle habite dans le premier bâtiment construit en France par Ricardo Bofill, je pense qu'on peut le voir mieux là, voilà, qui est sur cette carte postale là sur son mur. Voilà, elle a choisi d'habiter là, et bon, dans son bâtiment de Bofill, elle, au bord de son lac artificiel, là, elle regarde gentiment des films de Rohmer. Quoi ? Bon, bah écoute, dans ce cas, viens dîner chez moi. C'est l'ami de mon ami là qu'elle regarde à ce moment-là. Ouais. Vous savez que Rohmer avait attendu que la ville sorte de terre, la caméra à la main, il attendait que ça sorte pour pouvoir enfin aller filmer cette ville toute blanche, toute neuve. C'est pour ça qu'il n'y a même pas encore la végétation, en fait, tellement il a filmé tôt. Alors, ça te plaît ? Ouais, c'est très joli. Surtout vu d'ici. Mais ils vont mettre du gazon ou quelque chose, non ? Oui, voilà, mais bon, Rohmer, ça fait pas tout. Et à ce moment-là, Rose, elle se sent pas très bien. Parce qu'elle se sent assez seule à cette période de sa vie. Bon, elle avait un amant mexicain, mais il a complètement disparu dans la nature. Elle a une très bonne amie, sa meilleure amie, Tatiana, qui vit à Londres. Donc elle la voit pas très souvent non plus.
Mais heureusement, il y a la fille de Tatiana, qui s'appelle Andrea, qui vit en France parce qu'elle fait les Beaux-Arts de Paris, et avec qui Rose s'entend très très bien. Et justement, ce soir-là, elle se retrouve parce que c'est le soir de Noël. Entre, Andrea, c'est ouvert, j'arrive. Coucou. Bonjour ma puce. Tu vas bien? Ça va bien? Et toi? Ouais. Oh, un cadeau? C'est pour moi? Ouais. Oh, merci ma puce. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Hein? Un livre? Ben oui, c'est un livre de poésie. Ah ouais. Bon, il est bizarre ce livre. On dirait un jeu de chimiste pour les petits-enfants. C'est un kit cipher d'Eduardo Cac. Tu sais, un artiste brésilien qui fait du bioart. Mais tu sais bien, en 98, il avait fait un lapin. Vert fluo, ça te dit rien? Ce qui est marrant, c'est que je l'ai dans mes amis Eduardo Cac. C'est lui, voilà. Et alors, ce qui est amusant avec Eduardo Cac, c'est qu'il est très, très, très connecteur, encore plus connecteur qu'un journaliste, parce qu'il est connecteur avec les autres règnes. Par exemple, voilà, connecteur avec le lapin vert, que vous connaissez peut-être, que vous avez dû voir dans des revues d'art ou sur Internet. Et connecteur, encore plus connecteur avec les fleurs, parce que ici, c'est lui aussi. Et il tient dans sa main, dans ses mains, Edunia, qui est un pétunia, dont l'ADN est mélangé Pétunia Eduardo. Voilà, donc là, il est vraiment très connecteur avec les fleurs. Voilà, donc du coup, avec lui, on peut être connecteur avec une pensée, par exemple. Voilà, on était voisins de 99 à 2002, ou un souci, plus compliqué. Voilà, c'est pas un souci, ça, si. Hein. Voilà, on était cousins. Bon, bref. Vert fluo, ça te dit rien? Ça te dit rien, le lapin vert? Oui, si, le lapin vert, ça me dit quelque chose, oui. Et ben là, c'est une autre œuvre d'Eduardo Cac, toujours cet artiste brésilien. Attends, je vais faire un peu de place. Ouais. Donc, tu as une bactérie qui a un ADN normal, et tu vas modifier génétiquement cette bactérie pour réaliser un poème qu'Eduardo a écrit à partir de tous les acides aminés qui composent tous les ADN. Genre A, T, C, G. C'est un peu compliqué. Bon, bref. Tu injectes l'ADN qui est là, avec la seringue, sur la bactérie. Comme ça, tu fabriques un OGM. Et cet OGM, c'est un poème. Le poème d'Eduardo. Et voilà, ton poème est vivant. On voit rien du tout, là. Il a pas l'air spécialement vivant. Si, tu vas voir. Attends un peu, mais normalement, d'après ce que dit la notice, il va devenir rouge. Oh, que c'est mignon. Et qu'est-ce que je vais lui donner à cette petite bébête à manger? Tu lui donnes de l'agar-agar. Il est là, regarde, dans la petite boîte. Petit, tiens mon beau, tes petites croquettes. Hein. Doucement, il faut leur donner un tout petit peu. Tu vas l'étouffer, là. Alors le lendemain matin, Rose se sent déjà beaucoup moins seule. Elle se sent vraiment heureuse avec son poème vivant. Mais le surlendemain, déjà c'est moins bien. Saleté de bactéries. Et voilà, étouffé. Mais heureusement, 2 jours plus tard, Tatiana, l'amie de Rose qui habite à Londres, l'appelle de Londres et lui dit qu'elle lui a envoyé un petit cadeau. Bonjour madame, un pour vous. Merci. Au revoir. Alors dans cette
boîte rose, il y a un tout petit chiot. Une petite boule de poils blancs. Voilà, c'est un caniche royal. Un caniche, c'est plutôt grand, mais là, il est tout petit. Un tout bébé. Et Rose le nomme directement Alistair, comme il est anglais. Voilà. Et là, vraiment, tout va bien. Il fait ses premiers pas en dérapant, comme ça, un peu sur la table du salon. Il est vraiment adorable. Et il grandit très vite. Ils sont vraiment là, heureux ensemble. Ouais, c'est pas chaud. Hein. Ouais, c'est bien. Tire pas. Doucement, tire pas. On a le temps. Viens, mon beau. Tiens, là, des petites croquettes. Encore un petit peu. T'es bon, mon train. Oh, qu'est-ce que t'es grand, maman. Ah, mais le problème, c'est qu'il grandit encore. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Bon, bah tu sais, Alistair, j'ai trouvé un truc pour toi. Regarde, on m'a donné ça. Ça te plaît? Je pense que tu vas être bien là-dedans. Mais il grandit encore. Arrête là, Alistair, arrête. T'es resté avec lui l'autre jour? Ah non. Précisément. Pourtant, il m'avait tendu la perche. Il m'avait proposé de me conduire à Paris. Et comme une idiote, j'ai fait des manières. Ça bouleversait un peu mes plans, qui ont été bouleversés de toute façon. Bref, il n'a pas insisté. Alistair, descends. Et la belle occasion est perdue. Et descends. On trouvera d'autres. Et puis... Et puis Et puis... Tu les verras pas, cochon. Montre-moi. tu parles comme Léa. Voilà, mon pauvre. On dit qu'il Qu'est-ce que c'est que ça c'est encore? qu'il me plaise. C'est peut-être parce que tu n'es pas une fille comme les autres. Et je suis quoi alors? Je sais pas, mais... En tout cas, je te vois pas du tout avec lui. Parce qu'il est beau et que je suis moche. C'est ça que tu Allô, oui? Ce que tu racontes, ce n'est pas moche. Ben oui. dis, tu le penses? Il est bizarre. Je trouve Je sais pas. aussi joli que n'importe Comment te dire? Il est trop grand. Quoi? Alors là, Rose vient d'apprendre qu'Alistair, en fait, c'est une chimère homme-chien. Un OGM que Tatiana a fabriqué au labo où elle travaille en faisant ses petites expériences perso le soir quand elle est de garde. Et là, ça devient difficile pour Rose. Donc là, quand j'ai fait cette partie de mon livre, qui se passe à Saint-Quentin-en-Yvelines, j'étais en résidence au théâtre. Ça commençait à dégénérer quand même un peu. Et à un moment, j'étais débordée, je ne savais plus comment faire. Mais je me suis souvenue que j'étais allée voir un scientifique à l'INRA. Voilà, comme cette image nous le prouve. Comme je ne savais pas trop en fait comment réaliser cet homme-chien, j'avais eu l'idée de rencontrer un spécialiste pour me renseigner, parce que c'est comme ça c'est aussi un point important maintenant dans les vies d'auteurs de littérature, c'est qu'on se documente. Voilà, on arrête de raconter n'importe quoi. Et là, à l'INRA de Julian-Josas, j'ai rencontré un spécialiste de l'utérus, un type tout à fait charmant. Et je lui ai demandé, mais comment faire un homme-chien pour mon livre? Et il m'a conseillé
d'extraire un ADN, de prendre un homme de taille moyenne, de faire un agglomérat de cellules embryonnaires homme-chien, qu'ensuite on transplante dans l'utérus d'un chien plutôt grand, un setter ou un caniche royal, très bien. Voilà. Mais je me suis souvenu aussi, quand ça commençait à dégénérer, je me suis souvenu que je lui avais posé une autre question. Et combien de temps est-ce qu'il va nous falloir pour la gestation, pour aller jusqu'à la naissance de l'homme-chien, pour qu'on l'ait là vraiment quand même parmi nous? Ah, mais je vous en prie. Mais on n'y arrivera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ce dont je suis intimement persuadé, c'est que l'embryon, tel qu'il est actuellement, il ne pourra jamais se développer dans l'organisme de la mère. Parce qu'il y a des cellules d'hommes qui sont d'une autre espèce que l'espèce du chien, que l'organisme maternel. Donc évidemment, elles vont sécréter des signaux, émettre des facteurs qui font que ça va être reconnu comme quelque chose d'étranger. Et ça, c'est la base de l'immunité et de l'immunologie. Si t'es étranger, je veux pas de toi. Je te rejette. À ce moment-là, en fait, j'étais soulagée. Parce que j'avais gagné sur 2 tableaux. D'une part, je savais comment faire un homme-chien. Et deuxièmement, je savais que c'était impossible de le faire. Et ça, quand même, savoir faire les choses et savoir que c'est impossible de les faire, c'est quand même l'idéal. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'y aller. Je suis rentrée à la maison. Ça faisait déjà un bon moment que j'étais partie. Les enfants devaient avoir faim. Avant de quitter les Yvelines, je suis passée dire au revoir à mes personnages. Rose, je vais te dire au revoir. À bientôt. Oui, à bientôt. Et où est-ce que vous allez comme ça tous les deux? On va consulter des roms évangéliques pour Alistair. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'aller trop bien là. Hein. Oui, bah, tu sais, ils font des guérisons. Il paraît que maintenant ils soignent les gadgets. D'accord, moi je savais pas. Si les enfants sont malades, ça peut être pratique pour toi. Ouais, bah, d'accord, ouais, je me rappellerai de ça. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, bon courage, hein, et puis à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Allez, Alistair, viens, on y va. Bon, malgré ce que m'avait conseillé Rose sur les guérisons évangéliques, je suis quand même passée remettre ma carte vitale à jour. Je trouvais que c'était quand même plus sûr. Putain, c'est jamais ouvert. C'est pas vrai. Puis je suis allée acheter du pain, au cas où il resterait un petit peu de l'assortiment de charcuterie. Merci. Oui, ça va aller, merci. Au revoir. Merci, bonne journée. J'ai pris un ascenseur. Bonjour. Ah mince, j'ai oublié mon chargeur. Bah, tu veux que je te passe les clés, ça? Et la voiture? C'est pas grave, je t'attends dans le parking. À un moment donné, je me suis sentie un peu ramollie. Alors je suis passée faire un peu de sport. Allô? Oui, ma chérie, oui. Je suis en train d'arriver, là, je suis sur la route. Ouais, j'ai du pain, hein. Voilà, bah soyez sages, j'arrive, hein. Bisous, bisous. Voilà. Et puis je suis arrivée à la maison. Alors à ce moment-là, Dubélé veut toujours écrire son poème et il demande à un ami, Pierre de Ronsard, de l'aider. Merci. Et donc Pierre de Ronsard lui dit, pour améliorer la langue française, on n'a qu'à créer des nouveaux mots, inventer des mots. Donc il décide de créer des mots composés. Et il fabrique par exemple des mots comme aigre-doux, chèvre-pied. C'est bizarre, chèvre-pied. On pourrait aller se baigner. Homme-chien, grippe-tout. Ouais, il fait beau, ouais. Pas vrai, les gars. Allez, une petite baignade. Bon, la baignade avec l'homme-chien, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il paraît que ça a continué à dégénérer.
Et la voiture? C'est pas grave, je t'attends dans le parking. Ok, merci. Merde.